Alors dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui semble peu sexy finalement, mais qui nous concerne tous. On va parler de sécurité alimentaire, on va parler d'agriculture et de famine éventuelle. Le mot est lâché. Alors l'idée, c'est de pas faire du catastrophisme, c'est juste de rebondir sur des événements qui se déroulent depuis un moment déjà au niveau des Pays-Bas, et puis de connecter les points, parce que évidemment, ça n'est jamais un élément isolé, et quand on connecte les points, ben, on comprend le plan d'ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, il y a le gouvernement européen, par l'intermédiaire du gouvernement hollandais, qui veut supprimer 2 à 3 000 fermes. Alors, évidemment, vous avez des agriculteurs qui ne sont pas d'accord. Hein. Bon, bah, après, on se dit, c'est 3 000 personnes. Bon, voilà. Bon, les mecs ont des tracteurs. Donc, déjà, ça fait un peu de bruit. Ça peut faire du mouvement. Le truc, c'est que ça n'est quasiment pas relayé par les médias officiels, évidemment, comme toujours, quand il y a un truc qui est plus ou moins important, parce que là, on vous amuse quand même avec le coco circus, la guerre en Ukraine, gna 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 gna. Mais là, on touche quand même à quelque chose qui est de prime importance. Alors évidemment, pourquoi on fait ça? L'idée, c'est toujours la même, c'est de vouloir sauver la planète. Voilà. Madame Michu, restez chez vous, on s'occupe de tout, on va arrêter les gaz à effet de serre, on va empêcher, alors là, dans le cadre des fermiers aux Pays-Bas, l'idée, c'est de supprimer, ou du moins de limiter, d'ici 2030, par 2 la consommation de nitrogène, donc ces produits qu'on trouve dans les engrais, d'ici 2030. Ah là là, 2030, ce fameux agenda. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler et surtout de le subir, ce truc-là. Bref, donc voilà le truc. Alors ça veut dire que d'ici 2030, on commence par 2-3 000 fermes, mais il en faudra d'autres, hein, parce que je pense qu'il faut au moins 20 000 fermes qui vont être touchées, parce qu'elles devront limiter effectivement leur consommation de nitrogène à travers les engrais. Voilà. Tout ça pour sauver la planète. Alors, on va connecter les points et déjà, on va regarder un petit peu ce que c'est que les Pays-Bas. Alors, les Pays-Bas, c'est un pays de 17 millions d'habitants et c'est un acteur majeur dans l'environnement agricole puisque c'est le deuxième exportateur mondial de produits agricoles derrière les États-Unis. Ça n'est quand même pas rien. Et le truc, c'est qu'ils ont une production qui est très efficiente. Hein. Ils arrivent à s'organiser, les gars, pour faire des choses qui sont pas mal. Hein. Parce que si on prend un exemple, si on prend l'exemple des tomates, par exemple, pour produire 1 kilo de tomates, aux Pays-Bas, il leur faut à peu près 8 litres d'eau. Voilà. Quand la moyenne mondiale, y compris aux US, c'est à peu près 100 litres. Ah, pourquoi il faut toucher un pays comme ça et des producteurs qui sont efficaces, dont la production évidemment est essentiellement exportée vers les pays d'Europe de l'Ouest, mais pas que. Hein. Deuxième exportateur mondial derrière les États-Unis. Ça les songeurs. Aujourd'hui, ils sont ciblés. Voilà. Mais c'est pour sauver la planète. Les Pays-Bas, tous les ans, c'est 4 millions de vaches, 104 millions de poulets et 13 millions de cochons qui sont produits. C'est le plus gros exportateur de viande européen. Et on est sur le point eh bien, de détruire ça, de détruire cette nation, de détruire ses capacités assez incroyables au niveau agricole. Tout ça à cause du réchauffement climatique. Voilà. Le truc, c'est qu'à un moment donné, on vous empêchera de respirer parce que ça rejette du CO2 dans l'air. Hein. Je vous ferai remarquer juste une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on vous dit le CO2, c'est pas bon pour la planète, gna gna gna, on vous montre toujours, évidemment, un pot d'échappement qui fume. Voilà. J'ai pas l'impression que ce que l'on rejette nous en respirant dans l'air soit l'équivalent de ce qui sort d'un pot d'échappement. Mais disons que d'un point de vue mental, l'image mentale qui vous est imprimée à ce moment-là, eh bien, fait que on se dit, bah oui, ils ont raison. Il faut sauver la planète et surtout de ce point de vue-là. Alors évidemment, je fais un petit rappel quand même, parce qu'en ce qui concerne le réchauffement climatique, dans les années 70, on prévoyait un énorme refroidissement. Et puis depuis les années 2000, avec Al Gore, bah là, c'est un énorme réchauffement. Alors au passage, ça n'empêche pas évidemment les oligarques de tous les pays d'acheter des villas au bord de la mer, parce que s'il y a réchauffement climatique, ça veut dire que la banquise va fondre, ça veut dire que les eaux vont monter, ça veut dire que ma belle villa à 150 plaques, elle va être inondée. Ouais, mais bon, ça c'est pour Madame Michu, hein, c'est pas pour demain, donc on peut quand même acheter. Les banques évidemment suivent, elles financent, puis il n'y a pas que évidemment les villas de milliardaires, hein, tous les condos en Floride qui sont financés par les banques. S'il y avait le moindre risque dans les 10 années qui viennent, je pense pas qu'ils mettraient un copec sur la table. Mais bon, c'est comme ça. Tant que tout le monde adhère au narratif, ça rappelle quelque chose. Hein. Tant que tout le monde adhère au narratif, eh ben c'est super. Voilà.
Mais évidemment, ça cache autre chose derrière. Et ce qui se cache derrière, eh bien, c'est des pénuries alimentaires qui vont devenir massives, très probablement. Alors, sans être Madame Irma, on ne peut pas l'affirmer de façon péremptoire comme ça, mais ce qu'on peut affirmer de façon péremptoire, c'est qu'il y a une concentration faramineuse de pouvoir dans les mains de quelques-uns. Et quand il y a concentration de pouvoir, c'est jamais bon pour nos libertés. Pourquoi? Parce que ça nous met dans une situation de dépendance. Alors, puisqu'on va connecter les points, là, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'agriculture depuis, on va dire, une quinzaine d'années maintenant. Parce qu'il y a un modèle quand même. Il y a un modèle économique. Alors, il y a le truc qui vous est vendu, puis il y a ce qui se passe en backdoor. Alors, c'est facile, on a déjà du recul. Hein. On va retrouver dans la boucle nos amis, Bill Gates, par exemple, hein, qu'on connaît bien, parce qu'il est partout, lui. Hein. C'est-à-dire, c'est comme quoi ça mène à tout. Hein. Voilà. Moi, je viens du domaine sportif, puis je me retrouve aujourd'hui à faire des vidéos pour dénoncer un petit peu tout ça. Parce que j'ai pas trop le choix au final, hein. J'ai pas envie que mes enfants vivent dans un tel bordel. Voilà, donc il faut quand même se positionner. Alors eux de leur côté se positionnent, il n'y a pas de souci. Hein. Lui il a commencé dans l'informatique, et il est spécialisé maintenant dans, on va dire, la science médicale, et puis dans l'agriculture. Parce que comme il faut sauver la planète, il a des idées assez arrêtées, qu'il met en œuvre évidemment quand on a énormément de pouvoir lié à comment dire, pouvoir financier qui est énorme. Hein. Bill Gates, c'est quasi 130 milliards de dollars de fortune. Hein. Bon, bah, avec ça, on a le temps de voir venir. Hein. Évidemment, le chantre de la lutte contre le réchauffement climatique, hein, c'est comme tous ces osios là, qui prennent leur jet privé pour aller se faire une bonne bouffe à la COP, je ne sais plus à quel numéro on en est, enfin bref, c'est le même truc. Hein. Bill Gates qui va évidemment vous dire il y a du réchauffement climatique, et puis comme les autres vous dira arrêtez avec votre vieux diesel, quoi. Je veux dire, sauf que lui, bon, quand on voit sa résidence principale, la résidence principale de Bill Gates, c'est 4400 mètres carrés habitables, c'est 24 salles de bain, c'est 20 hectares, enfin c'est un truc de folie, quoi. Je veux dire, ça consomme. J'imagine qu'en termes d'empreinte énergétique, ça se pose là. En plus, ce monsieur, il se déplace pas, on va dire, léger. Hein. À chaque fois, c'est comme nos chefs d'État, hein, ils y vont jamais en trottinette hein, à leurs réunions. Donc effectivement, l'empreinte carbone, dans ces cas-là, on n'en parle même plus. Voilà. Alors l'équation, elle est toujours la même. On a une émission de CO2 qui est trop importante parce que on pollue, parce que l'industrie humaine de ces dernières années, de l'ère industrielle, pollue et modifie le climat. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Il faut finir la mondialisation, il faut terminer avec ça. Bill Gates en parle dans son bouquin, et bizarrement, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, hein, parce qu'il y a quand même une guerre, hein, je rappelle, là, qui peut déborder un peu, et qui enclenche effectivement un changement de paradigme par rapport à ce qu'on a connu depuis les années 90. Hein, c'est la fin de la mondialisation, là, hein, très clairement. Donc ça arrange les vies de ces gens-là. Alors il n'y a pas que ça dans l'équation, parce qu'évidemment, une fois qu'on finit la mondialisation, on termine cette histoire, ce chapitre, il faut effectivement avoir le contrôle. Je rappelle que Bill, par exemple, est le plus gros propriétaire terrien aux États-Unis, 100 000 hectares quand même. Il achète des fermes. Hein. Alors quand il y en a qui investissent dans des AFD, lui, il investit dans de la terre agricole. Voilà, il n'y a pas de mystère. Hein. Si les gens sont au sommet de la chaîne alimentaire, c'est qu'ils ont quand même la tête bien faite. Le problème, c'est que d'un point de vue moral, ça ne suit pas forcément toujours. Voilà. Alors donc du coup l'équation est simple, quand on récupère le pouvoir et qu'on a le contrôle sur la production agricole, on peut en faire ce qu'on veut pour sauver la planète, évidemment, Madame Michu toujours, hein, on reste toujours sur ce créneau-là, et donc qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien on organise le bousin, c'est-à-dire on concentre les terres, on fait en sorte que les fermiers à qui on a racheté les terres bossent dessus toujours, hein, voilà. Alors le truc c'est qu'ils ne possèdent plus rien, mais ils sont heureux. Enfin, j'espère pour eux, en tout cas, hein, parce qu'effectivement, ils vont louer la terre aux propriétaires terriens, ils vont louer leurs outils de production, donc ils ne possèdent plus rien, et en échange, le propriétaire terrien leur dit, il faut produire comme ça, il faut utiliser telle semence. Ah, voilà, ça pose problème. Hein. Pourquoi ça pose problème? Parce que tout simplement, on l'a vu en Afrique, eh bien, les semences, le fermier ne les choisit pas. Voilà, il a l'obligation d'utiliser des semences qui sont des semences OGM. Alors c'est des semences qui sont brevetées, qu'il doit racheter tous les ans. Et puis surtout, il faut acheter les engrais spécifiques qui vont avec.
Mais rassurez-vous, le mec qui vend les semences vend aussi les engrais. Magnifique. Alors évidemment, dans tout ce bousin, on retrouve les fonds de pension américains, on retrouve les grands milliardaires, comme Bill évidemment, on retrouve Jeff Bezos, voilà, donc les fonds de pension, c'est Vanguard, c'est tous ces gens-là. Et puis derrière, on a une concentration, on a des fermes qui sont d'un point de vue écologique des gouffres et puis des absurdités, et puis ça ne fonctionne pas. On a vu en Afrique, on a 15 ans de recul, parce que la fondation Rothschild, je crois, qui s'était mis aussi dans le bousin depuis les années 2005, donc on a 15 ans de recul, et on voit que ça ne fonctionne pas. Voilà, donc les gens sont toujours plus pauvres, ils sont complètement dépendants. Enfin bref, c'est un peu comme avec les gouvernements, quand vous voyez un type comme ça arriver avec sa mallette, et puis qui vous dit « je vais vous aider », faut se méfier. Moi perso, si je vois débarquer Bill et qui me dit je vais te filer un coup de main, ça m'inquiète. Je vais me débrouiller tout seul. Je préfère. Voilà. Donc ça, c'est le modèle économique. Alors qu'est-ce que ça cache derrière? Eh bien, comme je l'ai dit, sur ce prétexte évidemment de sauver la planète, ces terres ne sont pas perdues pour tout le monde parce qu'elles sont rachetées. Et oui, vous avez remarqué quand même qu'on a un environnement économique et financier qui bat un petit peu de l'aile. On est quand même dans un truc un peu particulier. Je vous invite évidemment à vous reporter à mon livre, mon dernier livre, Apocalypse 2030. Moi, c'est pas Agenda 2030, c'est Apocalypse 2030. Tout dépend de quel côté on se positionne par rapport à la table. Nous, on n'est pas Bill ni Jeff, donc on est de l'autre côté de la table, donc c'est pas cool. Voilà. Eh bien, effectivement, derrière ça, il y a une concentration de richesse, évidemment, qui est faramineuse. Et comme dit toujours, si vous ne possédez plus rien, les trucs, ils appartiennent à quelqu'un d'autre. Et c'est cette personne qui est possédante, qui signe le chèque, qui commande. Et dans le cas de l'Afrique, et notamment des graines, on voit le problème se dessiner. C'est qu'on a affaire à des OGM. C'est dégueu les OGM. Moi, j'ai étudié le problème à travers, évidemment, mon job en tant que coach sportif, évidemment, donc il y a toute la partie alimentation, etc. C'est pas terrible. Tout ce qui est manipulé par la main de l'homme comme ça, quand on vous dit qu'il n'y a pas, effectivement, quand on modifie la génétique d'un côté, il n'y a pas de transfert de l'autre, c'est faux. On est ce qu'on mange, très clairement. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, quand vous achetez du jambon, la pâte à negra espagnole, là, je ne sais plus, à 100 € le kilo, vous voyez la qualité de la viande, ça n'est pas du tout la même chose que le jambon que vous achetez chez Leclerc, ça c'est sûr. Voilà, c'est pas le même prix non plus, on est d'accord. Mais forcément, votre organisme ingurgite tout ça. On est la somme de ce qu'on respire, de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, et des gens qu'on côtoie, et de l'environnement dans lequel on évolue. Évidemment, il n'y a rien qui est imperméable, c'est pas vrai. Voilà, on est interdépendant et interconnecté. Donc on a un gros souci à ce niveau-là. Donc on a affaire à des gens, parce que l'idée c'est de financiariser le truc. Vous vous doutez bien derrière qu'il y a des histoires de gros sous. Parce que la terre agricole, c'est rentable. Ça crache quand même depuis une trentaine d'années, à peu près 5% par an de renta, net d'inflation. Alors je ne sais pas si ça va faire autant dans les années qui viennent, c'est fort possible, parce que si on a besoin de bouffer, si vous voulez, l'écran plat, tout le monde va s'en taper un petit peu le coquillard, parce qu'il y a quand même la pyramide de Maslow à la base, on a besoin de se nourrir avant de faire d'autres trucs. Et donc, voilà, on aura besoin de manger, et si c'est ces gens-là qui tiennent, évidemment, les rênes de l'alimentation et de l'alimentaire, ça va poser problème. Je rappelle juste un truc, c'est que le territoire ukrainien, là, qui est pour l'instant le théâtre d'une bagarre assez âpre entre deux blocs, il y a quand même 28% du territoire ukrainien qui n'appartient plus aux Ukrainiens. Ça appartient à des fonds de pension, ça appartient à on va dire des grosses mains dans le domaine de la finance, privée, donc c'est des terres agricoles qui évidemment reposent, encore une fois, dont l'exploitation repose sur le même principe économique, c'est-à-dire on rachète les terres, on fait des méga fermes, et puis on loue ça à des types qui ne sont plus propriétaires ni de leur outil de travail, ni de leur latitude à travailler de façon traditionnelle leur parcelle, puisqu'on leur impose les graines et les OGM, et puis tout est lié, parce que ces gens-là ont des participations partout. Et donc en Ukraine, par exemple, c'est Monsanto qui s'est établi. Il n'y a pas que lui, il y a Dupont de Nemours aussi, puis il y en a quelques autres. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, on le sait déjà, en Afrique, c'est une gabegie, voilà. Mais ça concerne tous les continents. Voilà vers quoi on se dirige, d'accord ? Et donc derrière, il y a peut-être encore, dans ce fameux agenda 2030, dans ce fameux plan, il y a des choses aussi qui nous concernent plus directement, forcément. On
parler dans cette vidéo de choses qui feraient striker la vidéo. Mais bon, je vous renvoie à mon livre, hein, Apocalypse 2030, vous verrez que le contrôle s'exerce dans tous les champs qui concernent l'humain, et de façon dramatique, parce que vous n'avez plus aucun contrôle sur vos vies derrière tout ça. Alors évidemment, ça a posé problème. Évidemment, ça va couiner, ça va criser, parce que si les gens ont plus à manger, derrière, il peut y avoir des manifestations de mécontentement. Quand même, hein. Alors quand on regarde du côté français, là, pour le coup, on se dit, tiens, en France, ils ont commandé 90 blindés dernièrement, la gendarmerie. Alors c'est pas pour défiler au 14 juillet, non, c'est... On a vu que c'était pas mal, hein, le bleu comme ça, là, ça change, parce qu'en 45 c'était vert, hein, les chars c'était vert, ça fait un peu militaire là, donc là on a des... Voilà, si la couleur est différente, bah, ça reste des blindés, voilà, hein, qui, je rappelle pour l'épisode des Gilets jaunes, étaient sur les Champs-Élysées en France. Donc là ils en ont commandé 90, plus la LBD, tout ça, donc je pense qu'ils prévoient peut-être une petite fête, hein, ça va être festif dans les mois qui viennent, forcément. Donc, bon voilà, cette vidéo, vous la prenez comme vous voulez, voilà ce qui se passe actuellement, voilà comment connecter les points, et quand vous changez de logiciel par rapport à l'interprétation des événements, vous voyez bien que il y a toujours un paravent de bons sentiments. Ça dégouline, hein, c'est toujours pour sauver la planète, parce qu'il y a un changement climatique. Alors, le changement climatique, je rappelle qu'il est cyclique, qu'il est essentiellement dû au soleil, et que il ne faut pas confondre changement du climat et pollution. Oui, on est dans un environnement assez pollué, quoique ça a quand même tendance à s'améliorer. Moi je me souviens des cours d'eau dans les années 70-80, des fois c'était pas trop ça, donc il y a une amélioration quand même, il y a quand même des choses bien. Mais bon, aujourd'hui, la saucisse nous est vendue, parce que très clairement derrière, il y a autre chose, hein. Il y a un agenda, j'allais dire caché, mais non, il n'est plus caché. Voilà, il suffit de lire ces gens-là, hein. Vous lisez le livre de Bill, vous allez sur le Forum économique mondial de Davos, vous verrez, tout est clairement dit, hein. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous rappelle mon bouquin, je fais de la pub, hein, bah, évidemment, hein, mais il y a quand même du travail derrière, donc si vous pouviez le lire, ça serait pas mal. Et ça peut vous aider, parce que derrière, il y a quand même une meilleure compréhension de l'environnement, et puis peut-être des pistes, justement, pour sortir un petit peu de ce bourbier. Allez, je vous dis à plus. Ciao, ciao.